Bonsoir chez vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de suivre le magazine CAP sur la décentralisation, votre magazine d'information, d'enquête et d'actualité sur le processus de la décentralisation en République démocratique du Congo. Le magazine CAP sur la décentralisation de ces jours reçoit pour vous l'honorable sénateur Jacques Njoli pour échanger sur des questions d'actualité cadrant avec la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo. Mais avant de recevoir notre invité de ce jour, le magazine CAP sur la décentralisation vous amène au ministère de la fonction publique où la journée de lundi 5 juin dernier a été une journée très chargée. Tout d'abord avec la réunion interministérielle qu'a présidé le ministre d'État, ministre de la fonction publique, à laquelle ont pris part le ministre du budget, du plan, du portefeuille de finances et de la santé publique, élargi à la DGRAD, la DGDA, le DGI, l'INES, la primature, le coordonnateur sectoriel et le secrétaire général des administrations concernées avec pour objet le lancement du processus à la mise à la retraite au sein de l'administration publique à travers ces ministères et services pilotes. Je vous propose de suivre cette interview accordée à la presse par le ministre d'État, ministre de la fonction publique. Le gouvernement, par nous, le ministre du plan, du budget, des finances, de la santé publique et de la fonction publique, nous avons été mandatés par le Premier ministre pour que nous puissions procéder au lancement du processus de la mise à la retraite. Ce processus va commencer aujourd'hui. Les secrétaires généraux ont été instruits pour que les choses se fassent dans la plus grande transparence et en respectant les droits des uns et des autres. Voilà pour le moment l'essentiel que nous pouvons vous dire. Le travail va se faire à la fin de cette semaine, donc dans 7 jours, nous allons nous retrouver ici avec le résultat de ce travail que les secrétaires généraux vont faire. Première étape, c'est revoir qui sont les éligibles à la retraite. Quelles sont leurs situations administratives, qui sont à titulariser, à promouvoir. Et nous avons décidé comme option que la mise à la retraite va se faire concomitamment avec l'opération de titularisation et de la promotion des agents de l'État. Nous nous sommes donnés 7 jours parce que le travail a été déjà fait. Nous allons tout simplement maintenant contre-vérifier tout ça a été fait, tout ça a été fiabilisé, mais maintenant il faut aller, n'est-ce pas, à l'exécution, n'est-ce pas, Juste après cette réunion interministérielle, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, a procédé au lancement officiel du processus de sensibilisation, la retraite et la titularisation. Un processus qui bénéficie de l'appui technique et financier de la Banque mondiale à travers le projet de la réforme et de rajeunissement de l'administration publique, PRAPT en sigle. C'était dans une réunion avec les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les chefs des divisions, les coordonnateurs sectoriels, le coordonnateur des cellules de changement et les syndicalistes. Suivez donc à travers le micro du magazine CAP sur la décentralisation un extrait du discours du ministre d'État, ministre de la fonction publique prononcé à cette occasion.
Dans le cadre de la matérialisation de la vision de l'émergence du pays, telle que prônée par le président de la République, chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, le gouvernement d'union nationale, conduit par Son Excellence, Monsieur Bruno Tshibala, mise sur le rôle essentiel et prépondérant de l'administration publique. À ce jour, à la suite du diagnostic établi en 2012, on peut retenir parmi les facteurs qui pèsent sur l'efficacité de l'administration publique le vieillissement du personnel, avec plus de 245 000 agents et fonctionnaires de l'État sur l'ensemble des 54 administrations que compose l'administration publique. Plus de 245 000 agents et fonctionnaires sont éligibles à la retraite au regard des statuts. Dans ce contexte, le processus de mise à la retraite est l'une des principales questions qui préoccupent l'ensemble des acteurs intéressés par la réforme et modernisation de l'administration publique en République démocratique du Congo, à savoir les institutions de la République, tant au niveau central que provincial, les agents et fonctionnaires eux-mêmes, les organisations syndicales des travailleurs du secteur public et les partenaires au développement. L'importance des effectifs des éligibles à la retraite sur l'ensemble de l'administration publique représente à la fois une contrainte financière et budgétaire importante pour l'État, mais également un défi important pour la gestion de la carrière des agents et fonctionnaires de l'État en termes de promotion et de recrutement, conformément aux exigences de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. En effet, d'après ce statut, le recrutement comme la promotion ne se justifie que dans un contexte de disponibilité d'un poste budgétairement prévu. Cette disponibilité ne peut être constatée qu'en cas de décès, de mise à la retraite ou de création de nouvelles directions, notamment dans le cadre des structures standards. Au vu du nombre important des éligibles à la retraite, plus de 250 000 agents et fonctionnaires de l'État en fin 2016 et d'importants cas d'irrégularité ayant conduit à des plaintes lors des opérations de mise à la retraite organisées dans le passé, le gouvernement
et la Banque mondiale se sont accordés, dans le cadre du PRAP, sur une démarche rigoureuse et par étapes garantissant la transparence. Cette démarche cible un certain nombre de ministères jugés pilotes avant l'extension progressive à d'autres groupes de ministères. Dans le cas d'espèce, il a été identifié un premier contingent des agents et fonctionnaires de l'État éligibles à la retraite, remplissant les conditions requises au regard de la nouvelle loi sur le statut, et ce, à la suite des opérations de fiabilisation des listes des éligibles dans les ministères et services pilotes ci-après. Finances, budget, plan, fonction publique, portefeuille, santé, DGRAD, DGI, DGDA et INS. Ainsi, sous l'autorité du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, une commission interministérielle pour le suivi et la supervision technique administrative du processus de mise à la retraite a été mise en place. Dans le cadre de ces travaux, sous la coordination du ministre de la fonction publique, une équipe mixte du travail, composée particulièrement des secrétaires généraux et des partenaires du syndicat, se penchera également sur la problématique de la titularisation et présentera dans les prochains jours des projets à la validation du comité de pilotage de la réforme et modernisation de l'administration publique. C'est donc dans le cadre de cette démarche que j'ai l'honneur de procéder ce jour au lancement officiel du processus de sensibilisation sur la retraite et la titularisation qui en découle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous propose de suivre à présent la réaction du président de l'inter-syndical national de l'administration publique, INAP, à l'issue de cette rencontre au micro du magazine CAP sur la décentralisation. Avec satisfaction, la retraite, les syndicalistes, nous sommes pour ça, mais pourvu que toutes les conditions posées par les syndicats soient respectées. Et le ministre nous a garanti que toutes les conditions que nous avons posées seront respectées et que les fonctionnaires n'iront pas comme des orphelins à la retraite. C'est ce qui est plus important. Quelles sont les conditions que nous avons posées? De 1, il y a 20 ans, il n'y a jamais eu de promotion dans l'administration publique. Les agents et fonctionnaires, les grades qu'ils occupent aujourd'hui sont des grades de commissionnaires. Nous avons demandé que pour ceux qui sont éligibles à la retraite, on puisse d'abord les titulariser. Après la titularisation, viendra l'étape de réfléchir autour des éléments qui devront contribuer au calcul des indemnités de sortie. Et après, ça sera la retraite proprement dite. C'est ça pour nous les conditions que nous avons posées. Mais dans l'ensemble, nous sommes d'accord que ceux qui ont 65 ans puissent partir à la retraite. Et ceux qui n'ont pas 65 ans, mais qui ont 35 ans d'ancienneté dans l'administration publique, s'ils veulent rester, qu'ils écrivent conformément à la loi. C'est tout ce que nous pouvons dire. Et pensez-vous que la Banque mondiale, en partenariat avec le gouvernement, a bien répondu à... Nous ne traitons pas avec la Banque mondiale, nous traitons avec le gouvernement congolais. Les agents et fonctionnaires de l'État congolais ne sont pas gérés par la Banque mondiale. La Banque mondiale vient en appui. La Banque mondiale nous amène un appui logistique
pour nous permettre de mettre les agents à la retraite. Parce que aujourd'hui, notre administration compte plus de 250 000 agents retraitables. S'ils ne le sont pas, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Le gouvernement manque de moyens. Mais la Banque mondiale nous a amené quelque chose pour permettre à ce que nous puissions commencer à retraiter là où nous pouvons commencer, et ainsi de suite on pourra régler cette... Parce que si on retraite les agents qui ont 65 ans, on pourra à ce moment-là rajeunir l'administration. C'est ça le problème. Mais il ne faut pas que ceux qui vont aller à la retraite partent comme s'ils avaient... C'était une punition. C'est comme ça que nous avons posé toutes les conditions que je viens de vous énumérer. Le processus va prendre combien de temps à faire? Bon, avec les ministres, nous avons convenu que ça ne doit plus prendre plus d'1 mois. Ça veut dire que nous devons tout faire pour qu'à l'issue d'1 mois, avant la fin du mois de juin, qu'on ait déjà les premiers retraités qui partent avec toutes les conditions que nous venons de poser. Mais si les conditions dont nous venons de dire ne sont pas émises, il n'y aura pas de retraite. Parce que pour nous, il n'y a pas un seul fonctionnaire qui doit partir à la retraite comme s'il n'a pas servi ce pays. Comme je voulais annoncer au sommaire de ces magazines, à présent, mesdames, mesdemoiselles, place à notre invité du jour. Monsieur le sénateur Jacques Njoli, bonjour. Bonjour madame. Je rappelle ici que vous êtes également professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa et aussi à l'Université protestante du Congo, IPC, et dans d'autres universités également. Monsieur le sénateur, vous avez suivi avec nous la crise à la tête de la province au Katanga, l'affaire du gouverneur renversé par une motion de censure par l'Assemblée provinciale et qui a été réhabilité par la Cour constitutionnelle suite à la constitutionnalité de la motion de censure. Et pour notre première question, monsieur le sénateur, nous aimerions comprendre si cette démarche est bien dans les normes. Mais écoutez, la problématique de l'instabilité des institutions provinciales ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous l'affaire Chibalonza, l'affaire gouverneur Ndambu, l'affaire gouverneur Makila. Il est un fait qu'aujourd'hui, avec la multiplication ou le découpage de nouvelles provinces, il y a, n'est-ce pas, accroissement de ces conflits. Mais sur le plan strictement de droit, depuis toujours, il s'est toujours posé le problème de la régularité de la démarche de la Cour dans le contrôle de motions de censure ou de motions de défiance, qui sont en principe considérées comme des actes d'assemblée et par conséquent des actes à haute portée politique qui échappent, n'est-ce pas, au contrôle du constitutionnel. Mais certains ont dit par hérésie, d'autres disent par la volonté d'ouvrir tous les actes des autorités publiques au contrôle du droit. Donc cette juridicisation de la vie politique, tant que sa judiciarisation, c'est-à-dire que tous les conflits politiques doivent être analysés sous le regard du droit, du juge et d'une juridiction constitutionnelle. Donc, c'est une avancée, on peut dire, mais cette avancée doit se faire de manière positive. C'est que on peut, ou on a admis, dans une démarche spécifique du juge constitutionnel congolais, que ces actes-là seraient ou sont des actes législatifs. Ce qui est déjà un problème, comme je vous ai dit, que d'aucuns considèrent comme une hérésie. Bon, c'est la jurisprudence qui devient malheureusement constante. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, que si le juge constitutionnel peut contrôler la régularité externe, c'est-à-dire la régularité formelle de la démarche de l'Assemblée provinciale, mais nous,
nous ne comprenons pas comment, lorsque un gouverneur refuse de répondre à une invitation de l'Assemblée, on peut évoquer le non-respect des droits de la défense. C'est le cas du Haut-Katanga. D'autre part, et c'est là aussi une difficulté juridique, ou mieux politique. Lorsque la Cour a rendu son arrêt, comme pour le cas de la Tchouapa, et que la rupture de confiance est totale, on sent des difficultés de mise en œuvre de ces arrêts de la Cour. C'était déjà l'époque de Richard Ndambou, où il a dû démissionner pour laisser l'arrêt ne pas s'appliquer. Ou même le cas de Tchibalonga, où on a dû le garder à Kinshasa. Donc, il y a un malaise de cette juridisation négative, malaise parce que la Cour, dans sa démarche, ne parvient pas à gagner la confiance de justiciables. Or, en matière politique, c'est la confiance qui est l'élément déterminant. Vous venez de l'évoquer, professeur. Est-ce que l'arrêt de cette Cour suffit aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour que le gouverneur reprenne ses fonctions à la tête d'une province? La Cour s'impose à tous les pouvoirs publics. Ça, c'est les constituants. Mais la question, non, la rupture de confiance, comment on rétablit la confiance? Voilà pourquoi cette juridicisation que j'appelle négative pose problème. La Cour examine la forme, n'examine pas le fond. Or, très souvent, la forme et le fond vont ensemble. Et la démarche de la Cour n'est pas à faire l'unanimité, aussi bien de juristes que de politiques. Donc, il y a quelque part de matière à revoir. Cette situation laisse à croire qu'il y a encore un désaccord entre le politique et le juridique. Comment expliquez-vous cela dans un pays démocratique où les institutions doivent être indépendantes? Oui, c'est justement ça la démocratie constitutionnelle. C'est-à-dire que les actes politiques doivent être encadrés par le droit, mais du bon droit. Du bon droit, pas des livrets. Et vous avez parlé de l'indépendance. Aujourd'hui, il apparaît que nous continuons à être dans un schéma des arrêts sur commande. C'est-à-dire que la Cour ne parvient pas à démontrer son indépendance. Et par rapport aux politiques, et surtout à convaincre de son indépendance et de la pertinence, n'est-ce pas, de ces arrêts. Si une Cour se prononce dans le fond à la majorité de ses membres sur une question éminemment politique, c'est pourquoi je vous ai dit que les actes d'assemblée sont des actes politiques qui, en principe, ne devraient pas ou devraient échapper au contrôle de constitutionnalité. Mais lorsqu'on le fait, ces contrôles-là, les contrôles externes ou formels, mais il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux. Et quand on manque et de la rigueur formelle et la rigueur de fond, et les arrêts de la Cour, à ce moment, expose la Cour à l'indignité de la population, et ce qui n'est pas bon. La Cour gagne en crédibilité par la qualité de ses arrêts. On a vu par exemple lors
arrêt du 17 octobre 2016, lorsque un certain nombre de juges ont refusé de siéger dans cette affaire parce qu'ils ont estimé que l'affaire n'était pas de la compétence de la Cour et que ces juges ne pouvaient pas agir par injonction. Mais on a vu comment l'opinion, puis que cette Cour pouvait être une chance pour la démocratie. En fait, la Cour doit être le chien de garde de la démocratie et non l'élément d'accompagnement du pouvoir exécutif dans son schéma de déstabilisation des institutions. Heureusement, l'analyse et la plupart de la Cour nous donnent cette impression que la Cour est encore à la recherche de son indépendance. Et lorsqu'on voit la dernière sortie du ministre de la Justice, qui est venu, entre guillemets, comme selon ses propres termes, venir sanctionner, on s'est dit, mais mon Dieu, où sommes-nous? Sénateur, dans la même logique, ne pensez-vous pas que le gouvernement central, à travers son ministère de l'Intérieur, s'ingère un peu trop dans ce qui concerne le fonctionnement de provinces, alors que nous sommes dans un mode décentralisé? Nous ne sommes pas simplement dans un monde décentralisé. C'est déjà là la première erreur qui revient et qui est l'erreur qui structure même la vision de nos institutions. Les provinces ne sont pas des entités décentralisées. Les provinces ne sont pas sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Cette lecture totalement inconstitutionnelle qui est à la base de la situation. Les provinces sont des entités régionalisées qui jouissent de l'autonomie politique qui est consacrée dans la Constitution. Nos provinces sont presque des entités fédérées, mais c'est un fédéralisme, comme on dirait, administratif, parce que il y a représentation de l'État au niveau de la province. Donc, cette dualité, mais qui ne détruit pas la nature de provinces qui sont des composantes de la République, le gouverneur a des relations avec le pouvoir central, mais qui sont déterminées par la Constitution. Mais les contrôles du pouvoir provincial est fait par l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à voir le gouvernement central suspendre le fonctionnement des assemblées provinciales, déstabiliser avec l'argent des gouverneurs qui ne sont pas d'obédience, n'est-ce pas, du pouvoir. C'est ça le problème, depuis le début, mais surtout après le démembrement des gouverneurs qui ont traité pratiquement nommés. Il y a eu des candidats uniques, on a découragé des candidats. Donc les députés provinciaux ont été soumis à une pression, à une obligation d'élire un certain nombre de gouverneurs. Maintenant, ils prennent leur revanche parce qu'il n'y a pas eu un contrat de confiance entre les assemblées et les gouverneurs imposé. Conséquence, rupture après une année de confiance et toutes les provinces, surtout les nouvelles, sont déstabilisées. Que ce soit le Haut-Kachanga, que ce soit le Haut-Lomami, que ce soit la Chopo, soit pas. Aujourd'hui, on parle de l'Ituri, du Kwilu, de la Chopo. Mais tout ça sont de nouvelles provinces. Il y a un problème d'opacité de sphère de ressources, de l'affectation de ces ressources. Et tout cela, c'est le défaut génétique. C'est que les provinces ou les nouvelles ont été mises en place, non pas dans un souci de rationalisation, mais dans un souci de politisation pour, n'est-ce pas, avoir la tête de tel ou tel individu. Donc, cette personnalisation négative est à la base de ces dévoiements auxquels nous assistons.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par ici que prend fin notre magazine CAP sur la décentralisation de séjour. Merci de nous avoir accordé votre attention et à la prochaine.